IDFM Radio 98 FM. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en deux parties, avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'évolution de notre société. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Julie. Alors Julie, journaliste en presse féminine et parentale, commence donc sa carrière dans le domaine de la presse et de la communication avant de changer de voie pour devenir maîtresse. Et plus qu'une simple reconversion, pour Julie, c'est une révélation. À l'heure de la rentrée des classes et des enjeux que rencontre l'éducation nationale aujourd'hui, eh bien recevoir Julie était pour nous une évidence. Bonjour Julie. Bonjour. Alors ça y est, la rentrée des classes a sonné et nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui malgré ton emploi du temps de maîtresse bien chargé. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Alors, Julie, j'ai 40 ans, donc j'ai déjà une petite carrière, plusieurs vies professionnelles. Voilà, j'ai 2 enfants. Alors cette carrière professionnelle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Les vies, les différentes vies de chat. Exactement. Ouais. Alors j'ai eu un parcours scolaire tout à fait classique, voilà, bac S scientifique, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mes parents m'ont dit choisis la filière scientifique, ça va t'ouvrir plein de portes. Oui. Voilà, et puis en fait, ça m'intéressait pas du tout d'être ingénieur, de faire médecine ou je ne sais quoi. Voilà, j'avais envie d'une chose un peu plus romanesque. Et le journalisme, ça m'a appelé à l'adolescence. Je rêvais d'être reporter, même reporter de guerre. Ah oui, faisait flipper ma mère. Là, tu m'étonnes. Et je rêvais d'être sur le terrain avec mon micro, mon carnet de notes et d'enquêter, de faire des choses, voilà. Et puis j'ai eu mon bac, j'ai fait mon école, d'abord une école de communication. D'accord. Ce qui m'a permis de faire pas mal de stages en télé, en presse. Voilà, donc j'ai découvert le métier sous plein de coutures différentes. Et puis j'ai fait ensuite une école de journalisme qui m'a passionnée. Enfin, j'ai vraiment vécu des années de formation absolument géniales où j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai été vraiment happée par ce métier. Et puis ensuite, il a fallu trouver du travail. Et là, j'ai commencé ce métier à l'heure où a explosé Internet et les médias en ligne. Oui. Donc, je me suis retrouvée. Alors, j'étais très fière, très contente. J'avais décroché un CDI, ce qui est très rare dans ce métier. Mais voilà, je me suis retrouvée du coup derrière un bureau à écrire des articles pour des sites Internet. Et puis, au bout de 10 ans, j'en ai eu un peu marre. Voilà, ça correspondait pas du tout au métier dont je m'étais fait l'idée, quoi. On était loin du terrain. On était loin du terrain. Alors, il y en a eu, bien sûr, il y en a eu, j'en ai fait. Ça m'a beaucoup plu. Mais la plupart du temps, je restais derrière mon ordinateur, 8 heures par jour. Et puis, à écrire sans trop de liberté, finalement, puisque j'appartenais à une rédaction. On m'imposait parfois mes sujets. Féminine et parentale, c'est ça ? Alors, plutôt en presse parentale, voilà. Et puis finalement j'en ai eu marre, j'ai quitté la presse pour travailler vraiment en agence de com. Ce qui je pense a été un mauvais choix de carrière parce que c'était pas du tout fait pour moi. Je me suis retrouvée à faire de la com et à écrire des articles, enfin des papiers pour faire de la com, de la pub. Ouais. Et là je trouvais plus du tout de sens à mon métier. Là vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Je devais rapporter de l'argent à mon patron, quoi. Ouais, donc et alors du coup, t'as quitté ce domaine privé pour te lancer dans l'éducation. Exactement. Donc, un virage à 360 degrés. Et pourtant, on sait que le concours d'enseignants peine à attirer de nouveaux candidats. Ouais. Mais par contre, qu'il attire aujourd'hui un nouveau public de professionnels en reconversion, donc comme toi. Ouais. Alors Julie, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as osé te lancer il y a 10 ans ? Alors, je viens d'une famille de professeurs. Donc voilà, il y a des gènes facilitants, oui, exactement. quelque part. Bien sûr. Je pense que je suis atteinte du syndrome de la fille de prof.
Et je pense que l'enseignement, la transmission, etc., c'est quelque chose de très naturel. Parce qu'en fait, je pense que j'ai été éduquée, élevée comme ça. Ma maman, sans le vouloir, était maîtresse le jour, mais aussi maîtresse à la maison. Et sans le vouloir, à travers toutes les choses qu'on faisait ensemble, il y avait toujours cet aspect pédagogique. Il fallait toujours apprendre quelque chose dans les promenades, dans les voyages, dans tout ce qu'on faisait. Et je pense que c'était quelque chose de très naturel du coup. Et je me suis reconvertie aussi à l'âge où j'ai eu mes enfants. Ouais. Et je pense que c'est pas un hasard. J'ai découvert aussi le plaisir de transmettre à mes enfants, de leur apprendre à travers elles. J'apprenais aussi moi-même beaucoup. Et ça a été quelque chose de, une petite révélation, quelque chose de naturel. Ce choix-là était assez naturel chez moi de devenir prof. Et pourtant, il n'est pas venu dès tes études parce que, comme tu le disais, pas du tout. Mais c'était un métier que petite, je voulais absolument pas devenir maîtresse. C'était pas du tout une idée que j'avais. Même, je pense que j'ai voulu. Alors peut-être c'est en opposition à ma maman, j'en sais rien. Je ne voulais absolument pas devenir prof. Ouais. Ça me faisait même, ça me rebutait presque. Ah oui. Voilà. Et alors comment est-ce que parce que là tu étais dans le domaine privé et pourtant quand on se dit donc tu dis que tu avais des enfants donc tu dis que tu allais gérer des enfants à l'école et après s'occuper des siens le soir. Ouais. Alors dans l'inconscient collectif parfois on se dit mais faut quand même aimer ça les enfants pour se dire je gère les enfants en classe la journée et le soir je retrouve les miens. C'est pas facile. C'est pas évident. Je pense que mes enfants comme moi j'ai un peu subi ça petite, je pense que mes enfants c'est pas rien. Le soir je rentre du boulot, j'ai effectivement comme tu dis, j'ai passé la journée avec des enfants, dans le bruit, etc. Et c'est vrai que le soir, je pense que je suis un peu plus exigeante avec mes filles en disant les filles, là, un peu de calme, s'il vous plaît. Voilà, bon, ça fait partie. Quel âge elles ont? Aujourd'hui, elles ont 10 ans et 11 ans. 10 et 11. Ouais. Et alors, est-ce que tu te souviens, parce que donc finalement, tu t'es dit, ok, c'est quand même ce métier est fait pour moi. Avant, c'était pas une évidence, maintenant ça le devient. Mm-hmm. J'ai mes enfants, je veux changer de vie aussi un peu pour eux, pour avoir plus de temps pour mes enfants, mais pour toi aussi, avec tout ce côté de transmission. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier jour d'école? Oh là là. Oui. Ah là là, alors vas-y, raconte-nous. Non, alors faut savoir que quand on est en reconversion comme ça, c'est pas quand on fait le master sciences de l'éducation qu'on est quand même formé et qu'on a quand même le temps de se préparer. Là, en reconversion, on passe le concours au mois de juin, c'est-à-dire que on est journaliste jusqu'au mois de juin. On passe le concours, on l'obtient en septembre, 2 mois après, on a une classe. Donc c'est quand même il n'y a pas de stage, il n'y a rien. Il n'y a pas de stage. Donc moi, j'avais demandé par le biais de connaissances à faire quand même, à m'intégrer un petit peu. J'avais demandé à des instits par connaissance de m'accepter en stage dans leur classe, une semaine en observation, etc. Là, quand j'étais encore en poste de journaliste, pardon. Donc j'ai pu m'immerger un petit peu avant, mais c'est vrai que je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain devant ma classe. Alors la première année, on est à mi-temps, on est en formation à la fac. Mais à mi-temps, j'ai quand même 2 jours par semaine la charge d'une classe avec la responsabilité que ça engage, que ça suppose, bien sûr. Et je me suis retrouvée. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et tu avais quelle classe alors? J'ai eu des CE1 ma première année, donc à mi-temps avec une collègue qui était aussi débutante. On a fait du mieux qu'on a pu, on a fait plein d'erreurs cette année-là. Je m'excuse encore auprès de ces enfants qui m'ont eu en cobaye, enfin voilà. Mais je me suis je me suis pris un peu une claque parce que c'est vrai que je me rappelais de l'école quand t'étais petite. Quand j'étais petite. Ouais. Et l'école 30 ans après, c'est pas la même école. Et alors quand t'es rentrée, parce que ce premier jour, tu arrives, est-ce que t'avais tout préparé? Est-ce que t'as eu l'accueil que tu imaginais? Tu dis que tu t'es pris une claque. Dans quel sens? Par rapport à la Dans quel sens? Parce que je m'attendais pas à cette ambiance de classe. C'est-à-dire que moi, j'avais l'image de la classe de quand on était petit. Les enfants alignés en randonnion face au tableau, face à la maîtresse, et qui écoutaient sagement toute la journée la maîtresse, etc. Là, ça n'a plus rien à voir. L'école d'aujourd'hui, les enfants bougent, se lèvent, on travaille par groupe, on est dans un tout autre fonctionnement. On ne cherche plus à faire rentrer les enfants dans un moule comme bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, et je me rappellerai toujours d'une phrase très forte d'une maître formatrice qui me suivait la première année, parce que la première année, on est visité par des maîtres formateurs. Quand même, ouais.
qui viennent nous voir en classe et qui nous font des retours sur notre pratique, qui nous critiquent, en bien ou en pas bien. Et première visite, la maître formatrice me dit « Attention Julie, tu es en train de jouer à la maîtresse ». Et alors là, ça m'a foutu une claque. Je me suis dit, mais en fait, oui, je suis dans le stéréotype là. Sors de ton image de la maîtresse comme ça. Et elle a tellement bien fait de me dire cette phrase parce que ça m'a tout de suite remis en perspective. J'ai pris du recul, j'ai déconstruit petit à petit toute l'image que j'avais de l'enseignante face à ses élèves devant le tableau. Et ça m'a obligée à faire un énorme travail, en plus de celui que j'avais à la fac avec mes professeurs, mais un énorme travail de déconstruction du métier et de reconstruction, en fait. Et donc, qu'est-ce que t'as compris à travers cette remarque, en fait? En quoi ça t'a fait bouger? J'ai compris qu'il fallait arrêter de vouloir adopter une posture de maîtresse et plutôt écouter, observer les être enfants. Dans quelque chose de plus authentique, une posture d'écoute et d'analyse, en fait, d'observation, et qu'en fait, c'était les enfants qui allaient me guider à qu'est-ce qu'il fallait faire avec eux et pas moi de leur imposer mon schéma d'enseignement et que voilà. Donc, à partir de là, je me suis Oui, je t'en prie. À partir de là, je me suis mise vraiment à observer et à écouter les enfants et à me dire bon alors de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que je dois leur apporter, comment. Et puis en fait, je suis encore aujourd'hui 10 ans après en formation parce que ça change tout le temps. Et oui, ça évolue tout le temps et d'autant plus que donc toi aujourd'hui, tu t'occupes d'une classe de CE1, CE2, CE2 cette année. C'est ça, voilà, donc double niveau. Oui. Mais t'as enseigné un peu à tous les niveaux, de la grande section au CM2. T'as même eu une année en classe Ulysse, donc on rappelle Ulysse, unité pour l'inclusion scolaire. Voilà. Donc ce qui veut dire que t'as dans la classe des enfants porteurs de handicap. Porteurs de handicap, exactement. Comment on le vit ça du coup? Alors ça a été une expérience extrêmement riche. Alors aujourd'hui les enfants qui ont des besoins spécifiques, qui ont des handicaps plus ou moins lourds, sont inclus à l'école. Donc ils sont scolarisés dans des classes. Alors je parle de handicap, on va dire léger moyen, parce que après quand ça atteint un niveau de handicap trop lourd, effectivement les enfants sont accueillis ailleurs dans des structures spécialisées. Mais comme on manque énormément de place en structure spécialisée, les enfants sont inclus dans nos classes. Ce qui sur le papier est une chose merveilleuse. Bien sûr. Parce que rappelons qu'en Ulysse, parce que moi je suis également intervenue en tant qu'autrice dans des classes Ulysse et donc j'accompagne des projets littéraires avec ces enfants. Mais il faut se rappeler qu'il y a des enfants donc qui sont atteints d'autisme, il y a des enfants trisomiques. Alors là, l'Ulysse que moi je prenais en charge, c'était des Ulysses d'enfants qui avaient des troubles cognitifs et des troubles de l'apprentissage. D'accord, donc type 10 des retards plutôt des retards mentaux, OK. Voilà. Ah oui, ça peut aller jusqu'au retard. Oui, c'est parce que c'est que le handicap, il peut être très lourd, C'était très lourd. Enfin, souvent c'est même des enfants qui attendent des places en IME et qui sont donc à l'école dans des classes inclus dans des classes intégrées dans des classes classiques et qui ont un emploi du temps adapté et donc qui sont sortis de leur classe plusieurs heures par semaine pour venir dans cette unité. Voilà. Et donc vous êtes formés pour pouvoir les accueillir? Alors non, c'est-à-dire que moi j'avais fait la demande de ce poste parce qu'on manque de candidats pour ces postes-là. Donc moi j'en ai fait la demande, j'ai tout de suite obtenu une place. Après, si j'étais restée si vraiment ça avait été quelque chose qui m'avait happé et appelé, j'aurais pu effectivement me former par un diplôme. Voilà, une formation complémentaire. Ouais. Je ne suis pas allée jusque-là puisque j'ai eu le désir de retourner dans le classique. D'accord, parce que donc c'est quoi ta préférence alors du coup? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des préférences? Est-ce qu'on nous assigne, on nous attribue comme ça des classes? Ma préférence, j'aime plutôt l'élémentaire. La maternelle, c'est pas trop pour moi, je crois. D'accord. Ouais. J'aime plutôt les plus grands. Ouais. Et donc tu as le droit de choisir tes classes? Alors, on a le droit de choisir maternelle ou élémentaire. OK. Voilà. Mais dans l'élémentaire, si tu préfères le CP, ça dépend. Quand on arrive CM2, dans une école, on voit ce qu'il y a de disponible, puis c'est un choix d'équipe. Après, on se partage les classes selon nos affinités, Oui, d'accord. En tout cas, on va poursuivre cet échange passionnant. Merci beaucoup, Julie. C'est le moment de faire une première pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie.
Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. Je ne veux pas vous déranger, ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. Vous êtes bien sur IDFM Radio. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Julie, maîtresse d'école, est notre femme en lumière du jour. Alors Julie, d'après les chiffres, en France, il y a près de 800 000 enseignants avec une majorité de femmes. Seulement, une étude de 2024 indique que 40% des enseignants du primaire, de l'élémentaire, comme tu le disais, estiment manquer de moyens pour bien faire le travail. Qu'est-ce que ce chiffre évoque pour toi, 40%? Oui, ça me paraît tout à fait juste. On manque de moyens, ça c'est évident. Est-ce que l'école aujourd'hui a moins de moyens qu'avant? Est-ce que c'est vraiment différent? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des bâtiments mal chauffés. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu des classes chargées. J'ai l'impression que il y a toujours eu des enfants qui n'étaient pas à leur place au sein de la classe et qui du coup, que des enseignants rencontraient des difficultés à enseigner à certains élèves qui demandent peut-être des adaptations différentes, etc. Je sais pas si c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Je pense qu'on est dans une société aussi de plus en plus exigeante. Qu'on a du mal aujourd'hui à accepter les contraintes.
qu'on veut que tout soit beau, tout soit parfait, on veut de l'argent, on veut du beau, on veut du propre, et que encore plus quand ça touche nos enfants, on n'accepte peut-être pas les remarques ou le manque de moyens. Les remarques, ouais, les conditions. C'est sûr qu'on rêve tous que nos enfants, moi la première, que mes enfants soient accueillis dans des bâtiments propres, avec des enseignants parfaitement formés, parfaits, excellents, etc. Mais en fait, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont moins compétents que d'autres. Donc il y a des années où moi mes filles ont eu des super enseignants, d'autres années un peu moins. Mais toi, voilà. toi, en 10 ans, tu n'as pas eu l'impression d'avoir moins de moyens qu'avant? Parce que, alors, si je te parle de moins de moyens, c'est qu'on parle bien sûr de moyens techniques ou superficiels de manière générale au niveau des bâtiments. Mais quand on est à 30 ou 32 élèves par classe, comment est-ce qu'on arrive à le gérer? Quand on sait qu'aujourd'hui, de faire des sorties scolaires, ça devient de plus en plus compliqué. Tout ce qui est location de budget, de location de cars, de faire des classes vertes. Quand on est dans le public, je parle du public. Tu vois, au-delà des moyens bâtiments, qu'est-ce que tu en penses, toi, en disant, est-ce que tu as vu une différence ou finalement non? J'ai pas vu, moi j'ai vu la différence quand je suis arrivée dans ce métier. J'ai vu une différence avec moi ce que j'ai vécu petite. Après, oui, on manque de moyens, on fait avec des bouts de ficelle, c'est vrai. Mais je lisais un livre pendant les vacances sur Célestin Freinet, donc qui est un grand pédagogue du XXe siècle. La méthode Freinet. Voilà. Et il racontait donc ses débuts, ça racontait l'histoire de ses débuts. Ce professeur, il a été nommé débarqué dans une école d'où il n'était pas du tout originaire. Il a débarqué dans l'arrière-pays niçois, dans une école vétuste, dans un bâtiment complètement délabré. On lui a donné une classe multiniveau avec des enfants horribles. Enfin, il dépeint le... Voilà. Et en fait, je me suis dit, déjà à l'époque, au début du XXe siècle, on avait déjà les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'environnement? Comment on apporte de la joie aux enfants de venir à l'école, de l'intérêt pour l'enseignement? Les questions étaient les mêmes qu'aujourd'hui, en fait. Oui. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, on rêve, mais comme l'éducation nationale, comme les hôpitaux, comme les commissariats, c'est des choses, on a l'impression qu'on est un peu délaissé aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Mais par aussi par les parents, par les familles qui aujourd'hui quittent le public pour aller mettre leurs enfants dans le privé. C'est pour ça que les inégalités se creusent. C'est pour ça que on parle de l'école, de l'égalité des chances. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui l'égalité des chances à l'école? J'en suis pas certaine. Mais en tout cas... Parce que rappelons que toi, tu travailles dans le public. Je travaille dans le public, ouais. Mais c'est vrai que les écarts se creusent. Ça, c'est vrai. Je l'observe. Et alors, on parle souvent du bien-être des élèves, comme tu le disais, de prendre soin des enfants, des petits bouts qu'on a sous nos yeux. Mais on parle beaucoup moins du bien-être des profs. Oui. Est-ce que toi, tu te sens écoutée, soutenue par le système? Disons que j'ai eu la chance, peut-être, moi, dans les situations qui m'ont été compliquées à gérer, parfois dans ma carrière, d'être face à des inspecteurs, des inspectrices qui ont su m'écouter, qui ont été présentes. Après, elles aussi faisaient avec les moyens qu'elles avaient. Donc, voilà, j'ai été écoutée, prise en compte. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Oui. Voilà. Chaque année, j'ai des collègues qui partent en burn-out, qui ne se sentent pas pris en considération, qu'on laisse de côté, dans des situations vraiment difficiles. Oui. Avec, bien souvent, c'est lié. Alors, cette inclusion d'enfants à profil particulier, elle génère quand même des situations de classe souvent très compliquées. C'est peut-être ça aussi qui est nouveau. Ça, c'est nouveau. Qui contribue. Et c'est vrai que quand j'en parle avec ma maman qui était professeure aussi, elle me dit on n'avait pas cette charge-là. Et accueillir un enfant handicapé dans une classe, à la fois, ça peut être source d'une richesse incroyable. Mais quand on a 25 autres enfants à gérer, et on n'est pas formé, et que nous ne sommes pas formés, pas accompagnés, c'est, je vais dire un gros mot, c'est maltraitant pour cet enfant d'abord, mais pour les autres enfants et puis pour l'enseignant, c'est très difficile. C'est très difficile.
Oui, parce que on parle des classes, en fait, de l'évolution des classes, mais donc il y a aussi l'évolution de l'enseignement. Donc les professeurs sont amenés aussi à ajuster leur programme d'une année sur l'autre. Les programmes changent tout le temps. Le ministre de l'Éducation nationale change aussi très souvent. Et c'est vrai que le retour qu'on peut avoir sur la place des profs aujourd'hui, il est assez dur parce que... Oui, alors moi j'ai envie d'être positive aussi d'avoir un regard positif sur ce métier, parce que c'est vrai que ce métier il attire plus, parce qu'on ne fait que le critique, on ne voit que le négatif de ce métier. C'est un métier vraiment, si j'ai changé aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix. C'est un métier magnifique. Vraiment, il faut le dire. Il faut que les gens, on travaille quand même, je vais dire, le berceau de la société. On a nos enfants là qui sont là. Moi, je suis émue tous les jours de voir ces enfants qui apprennent, qui grandissent, qui interagissent entre eux. Je vois des situations, mais adorables quand je vois un enfant aider un autre, vraiment dans la bienveillance. Tiens, je vais t'apprendre à faire ça, tu vas voir, c'est facile. Et qu'entre eux, ils se portent, etc. Mais tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, j'ai les larmes aux yeux dans mon métier. Mais là, on voit là. Ouais. Alors là, nous on voit là tout d'un coup là, les yeux qui se sont allumés là chez toi. Et t'as jamais eu un moment de doute de changer d'école ou de te dire j'arrête parce que c'est un métier hyper dur, mais évidemment, mais c'est un métier magnifique en même temps. Mais il est épuisant ce métier, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est ça, parce qu'il est plein de sens et ça fait du bien. Et merci pour ça, Julie, parce que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça, de rappeler qu'en effet, c'est quand même. Mais c'est peut-être aussi pour ça que c'est un métier qui suscite autant de crispation, parce que on a l'impression qu'il y a une responsabilité qui est telle, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est le berceau, c'est le terreau des adultes de demain, exactement, quelque part. Bien sûr qu'il y a le cercle nucléaire, la famille, mais il y a tout ce temps passé à l'école. Et c'est vrai que c'est assez déterminant, tu vois, la bienveillance dont tu parles qui s'exprime chez les enfants, c'est probablement parce que tu la leur transmets aussi, et que tu vois. Et parce que j'essaie aussi de tirer que ce regard. Enfin, je veux pas rentrer chez moi le soir en disant oh là là, j'ai passé ma journée à faire de la discipline, à régler des conflits entre enfants, à essayer d'apprendre je sais pas, une notion de maths à un enfant qui n'y arrivera jamais. Non, j'ai pas envie de retenir ça de mes journées. Alors justement, alors pardon quand même du coup parce qu'après il y a quand même aussi la réalité des statistiques. Alors je sais pas ce que dirait ta maman, peut-être que vous avez cet échange là toutes les deux. On peut s'interroger, tu vois, sur justement la magie qui opère ou pas tout le temps, puisque là d'après les dernières évaluations qu'on a, on nous dit qu'on a 20% aujourd'hui des élèves de CM2 qui ont de grosses difficultés en lecture, avec des enfants donc qui arrivent au collège, qui ont du mal à déchiffrer en fait. Donc selon toi, ça on n'avait pas ça à l'époque de ta maman. On est d'accord que c'est une matière qui est censée être acquise en CE1. La lecture. Donc d'après toi, en quelques mots, d'où ça peut venir? Déjà, je pense d'un manque d'intérêt pour la lecture. C'est pas un manque d'intérêt, c'est-à-dire qu'on leur insuffle plus ce goût de la lecture aux enfants. Aujourd'hui, les enfants, vous le savez, c'est un secret. Ils s'occupent comment, majoritairement, enfin, on le voit à l'école. Hein. Les écrans sont omniprésents, mais c'est un vrai, c'est pour les enseignants, on le constate, c'est pas juste des statistiques, c'est pas juste des regards de médecins, etc. On le constate, certains enfants ne sont nourris qu'aux écrans, et sont vraiment en perte de motivation quand il faut faire des efforts pour lire un livre, c'est à la maison que ça se passe en fait. Le blocage, il vient de plein de choses, il vient de... Oui, c'est un fléau qui est généralisé. C'est un fléau généralisé. Puis est-ce que les adultes lisent autant qu'avant aussi? Je ne sais pas. Oui, mais alors dans le temps, les CM2 apprenaient aussi à lire peut-être plus à l'école ou pas? Est-ce que le fait qu'il y ait plus de matière fait que vous avez moins le temps pour la lecture? Je fais exprès de poser des questions qui font débat, mais il y a parfois des politiques qui disaient que ce serait bien de revenir aux bases, la lecture, l'écriture et les mathématiques. Les fondamentaux, c'est ce qu'on nous demande à l'école. Attention, je voudrais quand même dire, un enfant qui ne sait pas lire, enfin qui arrive en 6e avec des difficultés de lecture, en général, c'est qu'il y a des troubles derrière. D'accord.
c'est qu'il y a des troubles de l'apprentissage qui n'ont pas été diagnostiqués, ou parce qu'un enfant, naturellement, il va chercher à lire dès la maternelle. Oui, c'est ça. En fait, il y a une curiosité naturelle. Et puis quand il y a l'effet de groupe qui fait qu'il y a une émulation naturellement, qui se crée. un enfant à la maison, à table, il va vouloir lire ce qu'il y a écrit sur la moutarde. Enfin, c'est ça. Ben oui. Mora. Enfin voilà, il va essayer de chercher. C'est ça. Et donc du coup, toi, le constat que tu fais, tu ferais aujourd'hui, est-ce que t'as le sentiment on parle toujours de le niveau. Alors le niveau des enfants, voilà. Donc aujourd'hui, t'as l'impression que le niveau il baisse. C'est quoi tes impressions là-dessus? Est-ce qu'il y a des lacunes aujourd'hui qui sont pas... Le niveau a sûrement baissé, effectivement. Peut-être que les exigences... Alors, faut aussi... Oui, c'est vrai que les professeurs sont aussi moins formés, qu'on recrute aussi des professeurs aujourd'hui qui arrivent là, qui ne sont pas formés, c'est vrai. Mais quand tu dis qu'ils sont pas formés, parce que toi-même tu disais, bon, j'étais journaliste en juin, septembre, j'étais face à ma classe. Oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On peut enseigner... On peut enseigner sans avoir le bac, et attention, on peut être un très bon professeur sans le bac, mais on peut aussi avoir ses propres lacunes. Avoir ses propres lacunes, exactement. Ok. Ouais. Donc juste arriver, dire je postule, oui. Ça m'intéresse. C'est possible, du coup, on peut devenir. C'est dingue, ça. Ouais. Je pensais qu'il fallait une master, au moins un bac plus 5. Non, on peut postuler en 3e voie, comme moi j'ai fait. Donc moi j'ai passé le concours en 3e voie, c'est-à-dire il faut simplement justifier d'avoir 5 ans d'exercice dans le privé, ou d'avoir 3 enfants, ou être sportif de haut niveau. Voilà. Si on est sportif de haut niveau, mais sans le bac, on peut enseigner. Ça te donne, même si tu as 3 enfants aujourd'hui, mais que tu n'as pas de bac, tu peux enseigner. Bon, en tout cas, un message positif sur la beauté du métier, oui. Julie, bien évidemment, parce que voilà, bien sûr que les enfants, heureusement, restent curieux, ont toujours bien envie sûr. d'apprendre. À nous peut-être de poser le cadre le plus facilitant possible pour eux. On va continuer à en parler, mais pour le moment, c'est le moment de faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est quoi la musique? C'est du son qui se parfume, C'est quoi l'émotion? c'est l'âme qui s'allume, C'est quoi un compliment? un baiser invisible, Et la nostalgie? du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème, C'est quoi le bon temps? c'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent, Et la bienveillance? les anges qui s'invitent, Et c'est quoi l'espoir? du bonheur qui attend, Et un arc-en-ciel? un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois, Et c'est quoi l'enfance? de la tendresse en pyjama. Papa, la vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le remords? C'est un fantôme qui flâne, Et la routine? les envies qui se fanent, C'est quoi l'essentiel? c'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire, C'est quoi un sourire? c'est du vent dans les voiles, Et la poésie? une épuisette à étoiles. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs, Et c'est quoi le racisme? une infirmité du cœur, C'est quoi l'amitié? c'est une île au trésor, Et l'école buissonnière? accroche-pattes à Pythagore, C'est quoi la sagesse? c'est Tintin au Tibet, Et c'est quoi le bonheur? c'est maintenant ou jamais. Papa, la vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là, dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là, la vie est là. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Julie, maîtresse d'école, est notre femme en lumière du jour.
Alors Julie, depuis quelques années, on voit l'enseignement public en grande souffrance, comme on a pu en parler juste avant, sans que des réponses fortes soient apportées par le gouvernement, qui change assez souvent, alors que l'enseignement privé, on en parlait tout à l'heure, lui prend de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est la fin d'un service public? J'espère pas. Je n'espère pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre ces familles qui sont, oui, écœurées, dégoûtées, qui ont peur aussi. C'est des peurs en fait. Et puis, mais ce qui me fait très peur, effectivement, c'est la disparition de la mixité. En fait, on arrive dans des établissements où il y a plus de mixité, où, comme on le disait avant, les écarts se creusent énormément et que il y a plus d'égalité des chances. Voilà, ça c'est vraiment dommageable. Et ouais, ça me fait de la peine, ouais. Après, il y a des choses formidables à faire dans le public avec le peu de moyens qu'on a, et il faut continuer à soutenir. Alors, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent on a tendance à à justifier les problèmes de l'école par le manque de moyens, comme on l'évoquait, ce qui potentiellement est aussi une réalité, et on oublie aussi que il y a la société. En fait, l'école est le reflet de la société finalement, et que là, ce que tu expliques, voilà, moins de mixité, c'est aussi ce qu'on observe. Voilà, dans le plus de communautarisme, de plus d'entre-soi, on est moins tolérant avec le vivre ensemble, et on sent comme ça qu'il y a... Et encore une fois, je pense qu'on veut aussi de plus en plus, même si on a l'impression que l'école lutte contre ça, l'école publique en tout cas, mais j'ai l'impression qu'on vit aussi dans une société de plus en plus compétitive, même dans le monde du travail, et que on met nos enfants aussi en compétition. En fait, on veut le meilleur pour eux, on veut, et quitte à tant pis laisser, quitte à laisser certains enfants sur le bas côté. En fait, c'est ça. En fait, on en est là, quoi. Et alors, si on parle également des enseignants, d'après une étude de SNUIP FSU de 2024, on apprend que un enseignant sur deux pense à changer de métier dans les 5 ans. Alors, toi, ça fait 10 ans que tu fais ce métier. Comme tu le disais avant, on a toujours quelques doutes. Parfois, on se dit, est-ce que j'y reste? Est-ce que je m'engage à 100% et je continue à faire ce métier qui est nommé le plus beau du monde? Est-ce que toi, autour de toi, tu as des collègues qui partent ou... Oui, bien sûr. Oui. Oui, chaque année. Chaque année, je suis en équipe avec des gens qui font des burn-out, qui se mettent en arrêt, c'est un métier, comme on le sait, c'est un métier, faut être accroché à plein de niveaux, faut nerveusement être accroché, parce que gérer une classe, c'est difficile, Vous êtes parents, peut-être, voilà, vous savez que gérer déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants à la maison, c'est fatigant. Gérer 25-30 enfants 6 heures par jour, c'est épuisant. Donc, faut avoir les nerfs bien accrochés, faut avoir l'ego bien accroché, parce qu'on est jugé en permanence dans ce métier. On est jugé par les parents. Dès la rentrée, dès même le mois de juin, quand les classes sont attribuées et qu'on sait avec quelle maîtresse notre enfant va être. Celle-là, voilà, c'est les parents, on est constamment observés. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu restes? Aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place dans mon métier. Je sais pas si je ferai ce métier toute ma vie. Moi, j'aime l'idée d'avoir plusieurs vies dans une vie. Je sais pas si je continuerai ce métier jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis à ma place et je m'accroche parce que comme on disait tout à l'heure, il y a du sens dans ce métier. Bien sûr. Je suis d'ailleurs, il y a de la continuité en fait entre journaliste et enseignant. Tout à fait. Il y a la transmission, qui passe par la communication. Oui. Il y a la transmission d'informations, de savoir, et puis il y a aussi l'amour de l'être humain. C'est vraiment quelque chose. Quand j'étais journaliste, ce que je préférais faire, c'est ce que vous faites là, c'est interviewer les gens. J'adorais ça. J'adorais creuser, aller au fond des individus, savoir, essayer je pense que j'aurais pu aussi être psychanalyste, j'aurais adoré ça, je pense. Et aujourd'hui, dans mon métier, c'est ce que j'adore observer ces petits individus là qui sont des adultes en devenir. J'adore voir à tel point ils sont différents les uns des autres, à tel point ils ont leur propre histoire déjà, même à 6 ans, même à 7 ans, ils ont déjà une histoire, pour certains déjà chargée. J'adore observer ça, puis j'adore du coup
essayer de leur apporter avec leur histoire, moi m'adapter. Et Ouais. voilà. Donc aujourd'hui, ça a du sens. Bah pour oui, moi. c'est beau, c'est chouette, c'est tellement, ça fait du bien De l'entendre. de l'entendre comme ça. Et d'ailleurs, c'est probablement parce qu'il y a tout ça que ça a été longtemps considéré ce métier quand même comme un des plus beaux métiers du monde en fait. Quand même, faut pas l'oublier. On a complètement oublié ça. Donc on est sur un métier là qui a vraiment du mal à retrouver ses lettres de noblesse, si je peux me permettre de le dire comme ça, sans mauvais jeu de mots. Toi, à quoi est-ce que tu penses que c'est dû en fait? Alors là, tu parlais là tout à l'heure de la pression des parents, de l'exigence, la surexigence parfois des parents. Oui, et puis, question d'autorité. Est-ce que tu parlais des méthodes? Alors Freinet, méthode Freinet. Enfin, tu disais, moi à l'époque de ma mère, c'était en randonnion, voilà, 2 par 2 devant. Là, aujourd'hui, c'est des groupes, donc de nouvelles méthodes. Est-ce qu'on est plus laxiste aujourd'hui? Est-ce qu'on manque d'autorité? Enfin, c'est quoi le... Bah, les enfants ont changé. Enfin, je pense, en fait, c'est pas que les enfants ont changé, c'est que nous, notre regard d'adulte sur les enfants a changé. Aujourd'hui, un enfant qui s'ennuie, on va tout de suite chercher à l'occuper. Quand on est parent, maman, je m'ennuie. Oh, qu'est-ce que on va faire cet après-midi? On va au bowling, au laser quest, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. À notre époque, maman, je m'ennuie. Oui, bah ennuie-toi quoi. Tu vas dehors, tu vas jouer, tu vas jouer au ballon. Et ça, c'est vachement important parce qu'en fait, il y a des recherches qui ont été menées autour de ça. Et en fait, on a constaté que c'est dans ces moments-là où je divague, de rêverie, dans les moments de rêverie, que les neurones, vont se connecter, voilà, mais bien sûr. Et que c'est ça aussi qui va créer une écoute plus fine de soi, une attention, une capacité à se projeter. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'espace mais même pour nous adultes, parce que tu parles. Mais en fait, je pense que c'est ça, en fait. Moi, j'ai ma petite analyse personnelle sur le sujet. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, et ça, quand on en discute avec nos parents nous disent, oui, c'est vrai que vous avez une vie quand même bien plus compliquée sur un certain aspect, c'est que vous êtes submergé. La charge mentale, ça n'existait pas. Enfin, on n'en parlait pas. Ouais, c'est ça. C'est très récent, ce terme, charge mentale. Aujourd'hui, on est dans une société où on est tout le temps submergé par plein de choses, par nos mails, nos WhatsApp, on est tout le temps connectés, en fait. Et les burn-out, c'est partout, Les burn-out, c'est partout. C'est pas que chez, bien sûr. Et du coup, je pense qu'on n'a plus envie, en tant que parents, le week-end, quand nos enfants viennent nous voir, maman, je m'ennuie, on n'a plus l'énergie. Les parents n'ont plus d'énergie. Pourquoi il y a autant d'adultes aujourd'hui qui ne veulent plus d'enfants? Parce que, est-ce que c'est une question ils veulent rester libres, rester. Il y a beaucoup de choses, oui. Un enfant, oui, c'est des contraintes, un des enfants. Et, en classe, effectivement, quand on en a 25, c'est devoir gérer des enfants qui ne savent plus s'ennuyer, qui ne savent plus, qu'il faut tout le temps nourrir. Qu'il faut tout le temps occuper, tout le temps occuper. Et sinon ça déborde. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Alors il y a beaucoup de choses, comme on disait, l'école cristallise beaucoup de choses. Alors tu parlais d'inégalités, d'inégalités qui se creusent. Depuis 2024 en fait, et sur la base du volontariat, il y a 204 établissements qui ont accepté de faire l'objet d'une expérimentation qui est celle de l'uniforme ou de la tenue unique à l'école. Alors après 1 an d'expérimentation, ce que ça conclut, l'expérience, c'est que elles sont plutôt satisfaites, les écoles. Et il y a plein d'autres établissements qui disent vouloir rejoindre le mouvement. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'uniforme, cette histoire d'uniforme à l'école? Très honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je fais pas partie de ces gens qui disent ah mais quelle horreur, l'uniforme ça empêche les enfants de s'exprimer dans leur être, leur individualité, etc. Non, moi en tout cas, je sais que quand on en parle aux enfants autour de moi, que ce soit mes neveux, mes nièces, mes filles, ils trouvent ça plutôt rigolo, ça fait un peu à la Harry Potter, etc. Ouais. C'est plutôt quelque chose qui les attire en fait, et que ça appelle un certain cadre, et que les enfants aiment les cadres. Exactement. Aime. Après, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Je pense pas que ce soit la priorité, tout simplement. Oui. Vraiment, il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas qui va changer le modèle. Exactement. Je pense que réellement, il y a d'autres. Alors, c'est quoi la priorité, en fait? Tu vois, si tu avais une baguette magique, là, question. Il n'y a pas une priorité, il y en a plein. Il y en a plein. T'es au gouvernement demain, la première mesure que tu prends, c'est quoi? Redorer l'image, attirer des gens dans ce métier qui,
avoir plus de personnel formé et motivé, parce qu'il y a plein de gens qui sont démotivés dans ce métier. C'est ça. Donc remotiver les troupes, quoi. C'est ça qu'il faut. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ben, ça marche. Merci beaucoup. Julie, pour ton retour, c'est le moment de faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après pour l'interview Confidence Spotlight. À tout de suite. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leur trace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. IDFM Radio, par nous, pour nous. Julie, à toi de chuchoter sur les murs des confidences. C'est l'interview Spotlight qui commence. Es-tu prête? Oui. Oui? Alors, question numéro 1. Julie, quel est le mot que tu dis trop souvent en classe? Chut. Je le dis même à mes enfants le soir des fois. C'est un réflexe. Deuxième question. Si tu pouvais enseigner dans une école de sorciers, quelle potion magique enseignerais-tu? Oh là 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 là. La potion magique. C'est dur là. Ouais, c'est dur. En plus, tu nous as parlé d'Harry Potter avec les uniformes. Ouais, on sent et puis on veut le nom de la formule aussi. Ah oui, tu vas nous l'inventer là. Attends, au secours. Mais là, vous me prenez de court. Une potion magique pour je sais pas moi. Non, c'est trop dur là. Choisis-en une. Ce serait quoi? Invisible, quoi? Truc où on va ailleurs. On se duplique? Vite. On va ailleurs vite, tu sais. Don d'ubiquité là un Don peu. d'ubiquité, ouais. Non, ailleurs vite, non, c'est de la téléportation. Voilà, Ouais, téléportation. téléportation. Ah ouais. D'accord, ok. Ah ouais. Pouvoir s'échapper rapidement. Et dans la formule, ça serait Téléportum. Allez, téléportum. Ah, j'adore. Téléportum. Super. Alors, troisième question. Émotion. Quelle est la plus belle chose qu'un élève t'a dite? Oh là là, tous les jours. Non, vraiment,
Ce que j'adore qu'on me dise en fin d'année, c'est vraiment maîtresse, merci parce que grâce à toi, j'ai enfin compris à faire ci ou à faire ça ouais, grâce à toi, j'ai progressé. C'est magnifique d'entendre ça. C'est mon but, c'est mon objectif. Donc si je l'ai atteint, c'est super. Magnifique. Alors, Julie, si tu étais une figure de l'histoire, laquelle serais-tu ? Une figure de l'histoire. Oh là là, mais vous me posez des questions. Oui, c'est le jeu. Hein. Les questions surprises. Bois ta question. La première qui te vient. Une exploratrice. Alexandra Davinel, par exemple. Nel, Allez. ouais. Qui a découvert quoi? Le Tibet. Le Tibet. Ouais. Très bien. Par exemple. Ok. Quel est le pire conseil? On n'est pas là. Attends, d'un coup, j'ai un doute. Que je disais pas de bêtises. Non, c'était le Tibet. Oui, c'était le Tibet, il C'était me le semble, Tibet, oui, il me la semble bien. cité, ouais. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Dans ma carrière, alors j'ai réfléchi à cette question un peu en amont. J'ai pas trouvé de conseil pire. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ont des certitudes de manière générale dans la vie, qui disent faut faire comme ci, faut faire comme ça. Non, il n'y a pas une seule façon de bien faire, je trouve. Et qu'on me dise non, faut pas faire comme ci. Avec les enfants, faut faire comme ça. Non. Je suis pas d'accord. Oui, On c'est adapte. ça. On adapte en fonction des situations. C'est ce qui doit faire ta force, sans doute. Alors, Julie, si on ouvrait ton sac à main là tout de suite, Oui. qu'est-ce qu'on trouverait d'étrange? D'étrange. Oh là là. Alors, ton sac à main est sur la chaise à côté. Ouais. Si tu veux l'ouvrir, n'hésite pas. D'étrange. Je sais pas s'il y a quelque chose d'étrange. De la crème solaire qui reste de l'été. D'accord, oui, voilà. Crème solaire en les septembre. lunettes de soleil. Bah voilà, je rentre de vacances. Voilà, lunettes de soleil, crème solaire. Ok. Étrange, mais on espère pas si étrange que ça. Le mois de septembre Ouais. peut nous amener des surprises. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julie, d'avoir joué le jeu de la confidence. Notre émission touche à sa fin. Et pour la clôturer, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient devenir professeurs mais qui n'osent pas? Je donnerais le conseil d'y aller pour des bonnes raisons, de vraiment se poser la question pourquoi j'ai envie de faire ce métier. Et vraiment, je crois que la seule motivation, c'est donc déjà ce sera pas l'argent parce que c'est pas pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas pour les vacances parce que les vacances, on en a pas beaucoup plus que d'autres. Faut réfléchir vraiment aux bonnes raisons qui nous poussent à faire ce métier. Et donc, c'est quoi les bonnes raisons? Bah, c'est cette envie de transmettre, d'apprendre, d'être auprès des enfants, D'aimer les enfants? Ouais, bien sûr, d'aimer l'être humain. Encore une fois, c'est pas spécifiquement les enfants, c'est aimer l'être humain. Ouais. Oui, parce que tu disais qu'effectivement, c'est un métier aussi. On fait pas que accompagner les enfants. On accompagne des familles. Ouais, on est en contact tout le temps avec. C'est pas juste enseigner en fait. C'est pas juste transmettre des maths, des fondamentaux. C'est gérer aussi. Des tonnes d'émotions tous les jours, c'est accompagner des familles qui sont parfois en difficulté, c'est faire beaucoup de paperasse aussi dans oui, ce parce métier. que tu parlais des vacances, Il y a plein d'aspects autres qu'on oublie souvent. Et c'est pas juste enseigner, voilà. Alors c'est intéressant que tu rappelles ça, Julie, parce que alors la bonne nouvelle, c'est que on fait le constat aujourd'hui dans les observatoires du travail, etc., que les nouvelles générations sont en quête de sens en fait dans leur métier, peut-être parfois plus justement que d'un salaire hyper élevé. Entre un salaire hyper élevé et un métier qui porte du sens pour moi, eh bien c'est le deuxième qui l'emporte très souvent. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, il y a peut-être un peu de si on cherche un métier avec du sens, mais foncez-y, c'est vraiment. Bon, merci infiniment Julie pour ce partage. Merci On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes aux Lumières mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci infiniment Julie pour ce partage lumineux. À la semaine prochaine.